Encore une journée passée au salon, une journée plutôt agréable. Il y a eu un petit peu moins de monde aujourd'hui, mais vous allez voir, dans cette incroyable journée qui termine notre journée de direct, on a du beau monde, on a la capacité d'aborder différents sujets qui seront passionnants. Tout d'abord, Franck Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Bayer France. On verra avec vous votre coup de gueule. De quoi vous avez envie de parler? C'est ça. Christophe Dequitte, vous avez fait le tour du monde et vous nous avez ramené un superbe livre, Le Tour du monde des moissons. Juste en face de vous, Vincent Ricordeau, vous êtes cofondateur de KissKissBankBank et vous allez nous dire pourquoi l'agriculture vous intéresse aujourd'hui. Et juste à vos côtés, Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat à l'élection présidentielle et juste à mes côtés, donc Éric Lachenay, journaliste au Figaro, qui va nous parler de son ouvrage qui va être lancé justement cette semaine. Alors Jacques Cheminade, vous êtes candidat à l'élection présidentielle pour la... Pour la troisième fois. Troisième fois. Alors, est-ce que déjà vous allez avoir les parrainages? Vous avez dit que oui, je crois. J'ai les parrainages, les promesses. Oui, il ne faut pas dire parrainage, il faut dire présentation. J'ai les promesses de présentation, d'engagement sur l'honneur. Est-ce qu'ils seront tenus? Je pense que oui, parce que les maires, les élus, ont un sens de l'honneur. Bon. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer aux agriculteurs pour les sortir de la situation compliquée dans laquelle ils sont? Bien, la situation compliquée, hein, Xavier Belin l'a dit dans sa tribune au Figaro, pour 100 € produits, 8 € vont aux producteurs. Donc il faut changer ça. Pour ça, évidemment, il faut protéger l'agriculture française. La Commission européenne a mis en concurrence les agriculteurs du monde entier. Or, l'agriculture, en ce qui concerne sa production échangée entre pays du monde, c'est 10% du total. 90%, c'est les productions intérieures. Donc on fait en sorte que le prix international ait un impact sur le prix intérieur. C'est scandaleux. Donc il faut changer ça. C'est-à-dire il faut dire à l'Europe... c'est à prendre ou laisser. Si vous protégez l'agriculture, si vous protégez la production, et si vous sortez de cette tutelle financière, oui, sinon, on s'en va. Vous êtes un protectionniste? Non, je pense comme De Gaulle, quand on est couillonné, eh bien, on fout le camp. C'est ce qu'il avait dit à Alain Perfit dans C'était De Gaulle. C'est vrai. Christophe Dequitte, vous avez fait le tour du monde. Est-ce qu'il y a des pays où on a une vision protectionniste et est-ce que ça marche? Un exemple. Bien sûr. Il y a 95% des pays dans le monde où on a une vision protectionniste, puisqu'on met des barrières douanières à la frontière pour pouvoir assumer effectivement un revenu de l'agriculteur supérieur. Et notamment, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a très peu de pays dans le monde où l'agriculteur peut vivre de son propre travail, ce qui est proprement scandaleux. On a aujourd'hui un prix, par exemple en Chine, de 400 € la tonne de blé, alors qu'en France, il est à 110, 120 ou 150. Est-ce que c'est acceptable? Et je peux citer de très nombreux pays comme celui-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Chinois? Pourquoi ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas? Simplement parce qu'il y a une volonté gouvernementale extrêmement forte de sécurité alimentaire. Et vous avez ça pour l'Inde, vous avez ça pour la Chine, vous avez ça pour tous les pays du Maroc, du Maghreb, vous avez ça pour les pays du Moyen-Orient. Donc à partir du moment où on a une volonté de sécurité alimentaire, on fait attention d'avoir encore des agriculteurs qui produisent, et non pas au prix mondial. Vous partagez? Oui, on a fait passer l'idéologie ultralibérale avant la sécurité alimentaire, c'est scandaleux. Concrètement, la première mesure que vous allez prendre, ce sera laquelle? Si vous êtes président, pardon. La première mesure, tout de suite, c'est de lever les sanctions vis-à-vis de la Russie, à condition qu'il lève les sanctions vis-à-vis de nous. Donc, qu'on ait un peu d'oxygène pour respirer. Et ensuite, c'est de dire, il faut sortir de cette tutelle financière qui opprime tout le monde et passer à un système où la France affirme son indépendance comme inspiratrice, comme modératrice, et soit à nouveau ce qu'elle était dans la politique internationale, contre cette occupation financière que nous subissons avec les autres pays aussi qui subissent. Donc il faut la dénoncer, expliquer pourquoi. Et le thème de ma campagne, c'est se libérer de l'occupation financière et culturelle. Parce qu'il y a une culture qui s'impose, ou une sous-culture, destructrice de la capacité créatrice des individus. Et en particulier pour les enfants, on les voit soumis et bombardés par des jeux vidéo violents, qui font outrage à la personne humaine. Et tout ça circule, et la capacité d'attention, la capacité de réflexion diminue. Et on crée un monde qui devient apolitique parce que les gens désespèrent du politique. Moi j'ai une question, qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous vous présentez 3 fois? Ça coûte cher de se présenter à une campagne? Non, ça coûte pas cher. La campagne présidentielle, si, ça coûte très cher pour les autres candidats, évidemment, qui dépensent énormément. Et c'est un système totalement injuste. Sous De Gaulle, en 1962 puis en 1965, la première présidentielle, on donnait 1 million de francs d'avance aux candidats après la constatation par le Conseil constitutionnel de leur candidature. Aujourd'hui, on donne 150 000 €, c'est-à-dire 10 à 12 fois moins en pouvoir d'achat. On devrait donner 1 400 000 €. Je fais la transformation. Donc, on se moque du monde et on verrouille.
Et pourquoi vous vous présentez à chaque fois, puisque vous n'y arrivez pas? Non, parce que j'y arrive pas. Je crois que je suis arrivé la dernière fois. J'ai réussi à poser ce problème de la séparation bancaire dont tout le monde parle et tout le monde va reparler maintenant parce que je vais le poser à nouveau. La cette BRDD, séparation c'est ça? bancaire, c'est contre le système de Wall Street et de la City qui domine tout aujourd'hui. Ce n'est pas les États-Unis en tant que tel, ce n'est même pas la Grande-Bretagne. C'est un système financier qui s'est mis en place du court terme et qui détruit les fondements même de la démocratie. D'accord. Bon, très bien. Franck Garnier, s'il y a quelque chose qui vous énerve, c'est quoi? Ce qui m'énerve, c'est d'abord l'agribashing. Et Monsieur Cheminade parle de culture. Il y a une vraie culture dans notre pays de dénigrement des agriculteurs. Et ça, je le trouve très dommageable. Ça m'énerve. Si vous prenez un récent sondage Odoxa, 80% des Français plébiscitent les agriculteurs, leur font confiance, les aiment. Et pourquoi avons-nous autant d'émissions, de médias qui passent beaucoup de temps à dénigrer l'agriculture, à trouver des choses négatives, au lieu de parler positivement des agriculteurs, de l'agriculture? C'est une question de confiance. Parce que ça fait vendre. C'est vrai que c'est plus facile de vendre du négatif que du positif. La peur fait vendre, mais la peur, c'est très facile à installer. Il suffit de 3 personnes, les réseaux sociaux, et puis c'est parti, ça roule. On développe des polémiques, on crée des craintes, on crée des peurs. Alors que développer du positif, montrer tout ce que font les agriculteurs, tout ce qu'ils développent pour l'environnement, pour la qualité alimentaire. On a oublié, avec toutes ces réactions médiatiques, on a oublié simplement que nous avons sans doute l'alimentation la plus sûre du monde, la plus diversifiée, une des meilleures et la plus encadrée aussi. Encadrée par l'Europe et hélas, souvent encadrée par des surréglementations françaises. On va vérifier. Christophe Dequitz, vous avez fait le tour du monde. Est-ce que, justement, on a l'alimentation la plus encadrée? Alors, ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Je pense qu'il y a une chose que les Français ne comprennent pas et n'ont pas en tête, c'est à quel point on a une agriculture diversifiée, à quel point on a une agriculture qui est ouverte vers le consommateur. Il n'y a pas un pays au monde, à part peut-être l'Italie, où vous trouvez à chaque coin de rue un agriculteur qui vend ses produits en direct. Ça n'existe pas. Vous allez partout dans le monde, ça n'existe pas. Et moi, je suis scandalisé, autant que peut l'être Franck, sur cette espèce d'agribashing qu'on a en permanence. Alors, il y a une chose qui est extrêmement surprenante, c'est que quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas du monde agricole et qui écoute une émission sur son propre métier, il est scandalisé de ce qu'il entend. Et aujourd'hui, cette même personne qui entend sur de l'agriculture, il se dit « mais c'est vrai ce qu'on me dit ». Donc je crois qu'il faudrait laver un peu devant notre porte, il faudrait qu'on puisse avoir un droit de réponse par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Et ça tombe bien, dans le journaliste du Figaro, juste à côté, on va lui poser la question. Qu'en pensez-vous? J'ai entendu. D'abord, je voudrais réagir par rapport à ce que dit M. Garnier. C'est facile de dénigrer les médias, mais on l'a vu pendant cette campagne et on le voit pendant cette campagne électorale. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va résoudre la situation. Parce que nous taper dessus comme ça, quand vous avez besoin de nous, vous êtes bien content de nous trouver. Alors, faut arrêter aussi, c'est très facile. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire monter les extrêmes et qu'on arrive à faire monter les populismes en tapant sur les outils et les instruments de la démocratie. Moi, dans mon livre, justement, ce que je veux dénoncer, c'est un système agricole qui est à bout de souffle. Dans les années 60 jusqu'aux années 2000, c'est vrai qu'on a fait du productivisme, de l'intensif, mais maintenant il faut changer de modèle, parce que ce modèle, il ne rémunère plus les agriculteurs. Il y en a 600 qui se donnent la mort tous les ans, et il faudrait peut-être se poser la question et pas mettre la poussière sous le tapis. Pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte que la France, c'est la première puissance européenne, première puissance agricole européenne. Comment se fait-il qu'en France, des agriculteurs se donnent la mort, des agriculteurs ne vivent pas de leur métier? Moi, c'est la première question que je pose. On essaye de la résoudre dans le livre. On se rend compte qu'il y a des bonnes initiatives qui se font, notamment dans les groupements bio, mais pas que. Je pense à Biolait, où les agriculteurs vendent leur lait à 45 centimes, largement au-dessus du coût de revient qui est autour de 35 centimes. Pourquoi eux, ils y arrivent et pas ceux qui vendent en conventionnel à 30 centimes? C'est une question qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut redonner de la valeur au métier d'agriculteur en France et faire en sorte que ce métier soit reconsidéré.
parce qu'on a besoin des agriculteurs. Oui, on les aime, c'est vrai, vous avez raison, on les aime, mais que chacun fasse un effort de la transformation à la distribution. Bon, cela dit, pour revenir à l'agribashing, c'est vrai que quand même les journalistes, on a quand même le fort pour faire des reportages, il va y en avoir encore cette semaine, qui sont très négatifs sur l'agriculture. On montre toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure, très concrètement. Jacques Cheminade. Non, c'est une quinzaine de journalistes parisiens, une vous quinzaine, dites c'est pas tous, plus. c'est juste quelques-uns. Non, oui, en province, on a Oui, des journalistes qui défendent l'agriculture. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont traités ils comme sont des dans les chiens, médias souvent. nationaux, la télé et tout Dans ça. les médias officiels. Non, moi j'essaye dans le Figaro de faire des articles en allant voir, j'ai sillonné la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, et en faisant ressortir des choses aussi qui marchent. C'est important, on a une belle agriculture, on a de beaux agriculteurs, on en parle aussi. C'est pas que 15 journalistes parisiens. Demain sur France 5, il y a une émission aussi qui va sortir, qui va expliquer un peu mieux le métier d'agriculteur. Non, il y a des choses qui sont bien aussi. Il ne faut pas regarder que le petit trou de la serrure. Mais je ne sais pas si vous en faisiez partie des 15. Franck Garnier. Alors moi, je vais réagir à ce que dit M. de la Chênaie. D'abord, je déplore que souvent on parle de l'agriculture de façon négative. C'est un constat. Mais ce que je propose par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire un travail d'investigation, un travail vraiment de qualité, ce que je propose, c'est justement on parte dans des démarches de communication un petit peu plus collectives où on analyse les choses et on décortique effectivement tout ce qui va bien, tout ce qui peut aller mieux, et on propose, on montre ce qui marche, et on va vers du collectif, une communication collective qui serait ô combien beaucoup plus productive dans une situation où, nous le savons tous, les filières agricoles sont aujourd'hui en crise. Cette crise, elle est durable, et le seul moyen de sortir de cette crise, c'est de rétablir un climat de confiance, un climat où chacun va être fier de faire son métier, et un climat où on va valoriser le potentiel économique, la compétitivité de la France. Christophe l'a dit, nous avons sans doute une des agricultures qui a le meilleur potentiel, un des meilleurs potentiels au monde. Pourquoi ne pas utiliser ça pour réellement faire des filières agricoles, des filières qui soient durables, qui soient économiquement viables, en particulier pour les agriculteurs? Moi, c'est tout ce que je demande. Jacques Cheminade. Oui, l'agriculture marche bien en France. Il y a la combinaison de 3 agricultures, les chefs d'entreprise agricoles qui produisent beaucoup de matières premières, il y a l'agriculture de terroir, et enfin, lié à cette agriculture de terroir, le bio, la permaculture qui apparaît. Toute l'affaire de Bec des Loins est très intéressante, elle est limitée mais intéressante, et également l'agriculture raisonnée. Ce n'est pas un problème d'agriculture, c'est un problème du financier, de la rentabilité à court terme qui lui tombe dessus, transmise par la Commission européenne telle qu'elle est. L'Europe n'existe plus en tant qu'Europe. Moi, quand j'avais en Europe et que je discutais dans les relations internationales et que je représentais la France, il y avait 700 lobbyistes. Maintenant, il y en a 30 000. On ne peut plus parler de liberté, de développement et du reste. On peut parler d'un système qui est contrôlé par la rentabilité financière à court terme, dans laquelle on joue, si possible avec l'argent des autres, pour gagner le plus vite possible, dans le temps le plus bref possible. Vincent Ricordeau, vous êtes cofondateur de KissKissBankBank. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire l'appel justement au financement par des particuliers qui sont intéressés au minimum par les projets déposés par d'autres. C'est de l'économie du partage quelque part. Pourquoi l'agriculture vous intéresse ? On existe depuis 8 ans maintenant, on a financé plus de 25 000 projets, on a collecté plus de 80 millions d'euros depuis le départ. On a commencé par les projets artistiques, c'est vrai, mais de plus en plus, on a beaucoup de projets pro, et notamment beaucoup de projets dans l'agriculture. On est la plateforme leader en France sur le financement de l'agriculture par le grand public. Attention, on a des plateformes dans le monde agricole, Mimosa, vous connaissez ? Oui, mais elles sont spécialisées. Nous, en fait, on est la plus grosse plateforme européenne, on est généraliste, avec des spécialistes par domaine, mais il se trouve que sur l'agriculture en particulier, on a financé plus de 1000 projets pour 4 millions d'euros collectés auprès du grand public. Donc je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. Oui, les Français aiment leur agriculture, les Français aiment les agricultures, les Français aiment les paysans qui s'occupent de la terre, et dans l'agriculture, il y a culture, et c'est bien la preuve qu'encore une fois, c'est un bien commun que nous partageons tous, et tous les Français, sans exception, sont très alertes sur ces sujets-là. Alors je ne suis pas un spécialiste moi-même du domaine, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette espèce d'antinomie entre une culture productiviste
et qui en même temps sert visiblement les marchés financiers, et une culture bio qui s'installe, de la permaculture, de l'aquaponie, des choses où les gens reprennent le pouvoir sur leur quotidien, reprennent le pouvoir sur leur terre, reprennent le pouvoir sur leur argent, et bien tout ça on le retrouve sur nos plateformes. C'est un melting pot où en même temps vous avez des gens qui présentent des projets et en même temps des gens qui veulent s'impliquer dans l'économie réelle, soit ils donnent, soit ils investissent. C'est un grand mélange généralisé d'optimisme et bien évidemment de porteur d'un message positif pour l'avenir. Alors c'est intéressant quand vous dites aujourd'hui il y a de plus en plus de projets donc, sur votre plateforme qui est généraliste en lien avec l'agriculture. Ça témoigne d'ailleurs du fait que les gens aiment l'agriculture. C'est marginal ou c'est significatif ? Ça reste marginal encore aujourd'hui, mais la croissance est assez vive maintenant. Il y a beaucoup de partenaires dans notre écosystème. La Ruche qui dit oui, Kaizen, les Colibris et la France agricole, j'en ai plein d'autres. Et on a vraiment beaucoup de projets qui arrivent maintenant. Et ça reste encore par rapport chez nous je sais pas, aux énergies renouvelables, qui est un autre secteur connexe, qui est très fort chez nous, ou à des milieux plus culturels ou artistiques comme la musique et le cinéma. Ça reste petit, mais je pense que dans 5 ans, ce sera le secteur numéro 1 sur KissKissBankBank. D'accord, ok. Alors, pour finir, Éric de la Chênaie, on va parler de votre ouvrage. Effectivement, vous avez souhaité mettre un peu un coup de pied à la fourmilière. Je vous tiens le micro. Merci de me tenir le micro. Oui, il y a des réalités qu'on ne peut plus accepter. C'est-à-dire que ce modèle qui date des années de la fin du XXe siècle est à bout de souffle. Donc maintenant, moi, j'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, monsieur. Il y a des nouveaux modèles à créer. Il faut changer aussi, que les agriculteurs ils changent aussi de porte-parole. C'est peut-être pas en sortant tout le temps des banderoles qu'on va arriver à faire avancer la solution, mais en étant tous ensemble sur du dur. Hein, parce qu'il faut aussi qu'on évolue. Je suis aussi exploitant moi, en Mayenne. Il faut qu'on évolue vers d'autres systèmes. Je pense que les urbains qui arrivent dans les campagnes font évoluer aussi des idées. Je pense que ce qui se passe aussi dans les fermes urbaines, c'est tout à fait intéressant. Donc, qu'on change tous et que ce ne soit pas qu'un système avec un seul syndicat qui domine tout et qu'il y a une sorte de pensée unique. Il faut que tout le monde soit autour de la table et qu'on travaille un peu nos ménages. Et pour répondre à M. Garnier sur la communication positive, quand vous nous invitez, par exemple, dans les Monts du Lyonnais, avec la coopérative Sécoli, sur le diméthoate, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour traiter la cerise et le petit ver qui nous empoisonnent, bon, ça, c'est de la communication positive, puisque à côté aussi, il y a des chercheurs de Lyon 1. Donc, comme ça, on peut avancer. Mais je pense que vous aussi, vous avez des efforts à faire parce qu'il y a eu sur les abeilles, enfin bon, il y a eu le gars au chaud, enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus, on n'est pas là pour ça, mais je pense que chacun doit faire un pas. Et on peut y arriver, parce que l'agriculture française est belle. C'est ce que j'essaie de dire dans ce livre. Il nous reste 2 minutes, Vincent Ricordeau. Puis, oui, juste en 2 secondes, ce que vous dites est vital. Il y a un outil aujourd'hui qui ne fabrique pas que des bonnes choses, on le sait, ça s'appelle Internet. Internet, c'est un outil qui est extraordinaire pour nous connecter les uns aux autres à une vitesse folle. Et lorsque les sujets, du coup, prennent sur Internet, à bon escient, à mauvais escient, c'est une efficacité redoutable. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'Internet ne soit pas au service de l'agriculture. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Tout le monde veut parler. Christophe de Quitte. Non, simplement, j'invite simplement Eric à venir voir des jeunes agriculteurs. Moi, j'en vois tous les jours et je peux vous dire qu'ils sont pleins de projets. La deuxième chose, c'est de lui dire, est-ce que vous savez la part du bio aujourd'hui qui est consommée en France et dans le monde et quel est le principal pays où on consomme du bio? En France, c'est moins de 5%. Dans le principal pays, c'est moins de 9%. Et la dernière question que j'ai à vous poser... Principal pays, ça signifie quoi? C'est le Danemark. Danemark. Et la dernière question, c'est est-ce que vous croyez un jour qu'on nourrira le monde avec du bio? Et arrêtez de n'avoir que ce mot en bouche, vous l'avez répété 2 fois. Ah mais je ne crois pas du tout qu'il ait parlé du bio, c'est pas ça du tout, non, on ne relance pas le débat. Je crois que c'est plutôt le changement de modèle, la diversification. Ouais. Non mais les jeunes ont changé de modèle, vous inquiétez pas. Les jeunes, c'est des chefs d'entreprise et vous avez des gens autour de vous qui les côtoient tous les jours. Il n'y a pas de micro. Franck Garnier. Un exemple de communication collective et hyper positive, #AgriDemain. Bah, c'est vrai, c'est une plateforme. Démarche fantastique, une plateforme qui utilise les réseaux sociaux, qui utilise plein de choses et qui développe réellement une communication très valorisante pour l'agriculture. Bon, merci beaucoup. Si vous voulez financer l'agriculture, il faut aller sur KissKissBankBank. Si vous voulez lire Un tour du monde, il faut lire le livre de Christophe de Quitte pour les moissons. Vous allez me dire, Jacques Cheminade, il faut voter pour vous, non? C'est ça? Non, je vais vous dire quelque chose
qu'on ignore tout à fait sur Mais l'agriculture. en une phrase alors, c'est fini l'émission. L'agriculture, c'est la science dans toutes ses innovations. C'est les drones, 10 € l'hectare, pour voir la composition d'azote et comment on va mesurer les engrais et le pesticide. Donc, la technologie, c'est aussi la préoccupation écologique, la vraie. Et puis, il y a toutes les études du sol que fait l'INRA, la flore microbienne du sol. Et puis, enfin, il y a tous ces robots. Il y a le robot Oz qui est même dans les je vois que vous productions êtes de salade. un connaisseur. Il est capable de biner, il fait du binage. Voilà. Et puis, il y a le robot pour les vignes. Il y a il faut faire connaître aux Français tout ce côté avancé technologique de Et l'agriculture. on aime tous l'agriculture et, en même temps, les différents modèles. et on se jette sur le livre d'Éric de la Chênaie et de Harache de Rambarch et effectivement le Tour du monde des moissons. Ce livre sort cette semaine donc aux éditions Plomb. Merci à vous. On se retrouve dès demain pour toute une série de débats ici en direct du Salon de l'Agriculture. Bonne soirée. Merci.